Une impératrice aux cheveux lavande, ensanglantée et brisée, gît sans vie au milieu d'un tourbillon de papillons blancs. Au milieu de roses bleues épineuses et de restes squelettiques, un souvenir rappelle les sombres paroles de l'empereur Féni à une femme nommée Stéphanie. Ces mots résonnent sur un escalier de crâne, avertissant que le chemin vers le pouvoir est pavé d'innombrables sacrifices. Ironiquement, elle n'aurait jamais imaginé devenir l'un de ces sacrifices sur ce chemin ensanglanté. Une pensée poignante déclare que si la gloire avait un nom, ce serait la vie de Stéphanie. Son histoire a commencé à l'âge de 5 ans, lorsque la mort de ses frères sur le champ de bataille a fait d'elle la première héritière de l'Empire. À 17 ans, son père, l'empereur Féni, reconnut sa sagesse et la nomma sa successeur la plus digne. Les années passèrent sous le regard symbolique de la rose bleue. À 25 ans, elle régnait indépendamment, à un pas seulement du trône. Elle monte les dernières marches, prête à revendiquer le pouvoir qu'elle a recherché toute sa vie. La salle du trône radieuse et son destin l'attendent, mais 4 figures puissantes se tiennent en contrebas et l'observent. Pourtant, à ce moment triomphal, des voix hostiles s'élèvent, jetant une ombre sur son ascension. Des yeux malveillants émergent de l'obscurité, déclarant qu'ils en ont eu assez, et se délectant de sa chute. Elle se tient seule, sa vie et ses ambitions s'écoulant dans un bain d'obscurité et de trahison. Sa couronne royale et ses bijoux, symboles de son statut, sont engloutis par le vide. Alors que sa main s'étire une dernière fois, Stéphanie et le trône sont à jamais séparés. À 25 ans, trahie par tous, elle versa son dernier sang à la veille même de son couronnement. La question demeure dans l'obscurité. Qui l'a tuée ? Ce fut la sœur naïve qu'elle avait juré de protéger, qui l'accuse maintenant de lui avoir tout pris. Ce fut aussi son amant, l'homme en qui elle avait confiance, qui sourit en révélant qu'elle n'était qu'un pion dans ses manigances. Et le plus jeune qu'elle avait soigneusement enseigné, qui murmure son amour obsessionnel tandis qu'il la trahit à son tour. Même le collègue à qui elle s'était confiée ordonne froidement de jeter son corps aux chiens sauvages à l'extérieur de la ville. Ses dernières parures terrestres s'estompent dans l'obscurité, signalant sa fin. Dans ces derniers instants, elle prie tout Dieu qui l'écoutera, demandant désespérément une autre chance. Elle jure qu'avec une seconde chance, elle piétinera toute hypocrisie et récupérera tout ce qui lui a été volé. Elle s'éveille à une lumière éclatante, confuse par son nouvel environnement au début d'un nouveau chapitre. Un léger battement lui parvient, et elle se demande si c'est le son de son propre cœur. Un rire triomphant résonne dans son esprit alors qu'elle réalise que les dieux lui ont accordé une seconde vie pour se venger. Alors qu'elle jure de faire ramper ses ennemis, son fil de pensée est interrompu par la réalisation qu'elle est maintenant un bébé. Un garçon de 5 ans nommé Lucas agite un hochet au-dessus du berceau, demandant à sa petite sœur Sylvia si elle l'aime. Intrigué par son manque de réaction, Lucas se tourne pour demander à sa mère pourquoi sa petite sœur ne réagit pas. La mère de Sylvia, Isabella, se blâme, mais son père, Fernando, la réconforte, promettant de toujours chérir leur fille. Alors que son frère jure de la protéger, Sylvia s'irrite intérieurement de leur supposition, pensant « Je ne suis pas stupide ». Un hurlement soudain et fort de bébé Sylvia surprend ses parents aimants, Fernando et Isabella. Allongée dans son berceau, l'impératrice réincarnée arbore un regard de fureur pure et inaltérée. Son père discute des réductions d'impôts sous l'empereur Otis, mais Sylvia boudrage, réalisant qu'un de ses traîtres règne désormais sur l'Empire. 3 années passent dans une floraison tranquille de fleurs blanches. Maintenant petite, Sylvia entend des domestiques chuchoter que la princesse Erin, sa sœur de sa vie passée, va épouser Lord Adonis, son ancien fiancé. Tandis que son frère lui tapote la tête, elle fulmine en silence, enragée que ses ennemis prospèrent sans elle. À 5 ans, elle écoute son père discuter de politique, apprenant que le puissant grand-duc Wellington contrôle désormais l'empereur. Enragée de voir l'intrigant Wellington réussir, Sylvia mord son stylo, éclaboussant de l'encre sur son visage, tandis que son père crie d'alarme. Plaf! Une bouteille d'encre se renverse alors qu'elle crie de frustration. Pourquoi? Elle s'effondre de désespoir, tourmentée par des visions du bonheur de ses ennemis alors qu'elle reste piégée dans le corps d'une enfant. La douce voix de son père transperce son désespoir, la rassurant qu'elle sera toujours son petit trésor. Tenue dans l'étreinte réconfortante de son père, elle retrouve une nouvelle détermination et décide qu'elle attendra. Elle attendra le jour où elle pourra de nouveau se rapprocher de ceux qui l'ont trahie. Le temps continue de s'écouler dans le grand et magnifique manoir familial. Une fille aux cheveux foncés court avec enthousiasme dans les couloirs, s'approchant d'une petite Sylvia, assise tranquillement. « Tu m'as tellement manqué, Sylvia !» s'exclame sa sœur en la serrant dans ses bras,
mais Sylvia pense sèchement qu'elle n'était partie qu'une journée. Sa sœur se plaint de son emploi du temps scolaire chargé, à quoi Sylvia répond froidement que ce n'est pas grave, si elle n'a pas le temps de lui manquer. Sa sœur aux cheveux sombres tente sans relâche de convaincre une Sylvia stoïque de venir à l'école, espérant secrètement utiliser son luxueux carrosse. Sa sœur la tente avec un rassemblement scolaire, mais Sylvia se moque intérieurement, haine. En la suppliant, sa sœur mentionne que le jeune maître Stuart, le fils du grand-duc de Wellington, sera présent, piquant enfin l'intérêt de Sylvia. Sa sœur confirme qu'il s'agit du reclus Stuart Wellington, et une ébauche de plan commence à se dessiner dans les yeux de Sylvia. Le nom Wellington lui semble familier, déclenchant un souvenir de son ancien partenaire politique de sa vie passée. Alors qu'un souvenir de son ancien moi royal refait surface, la jeune Sylvia observe avec une détermination pensive. Sur le chemin de la fête, sa sœur continue de bavarder sur la raison pour laquelle elle aurait dû venir plus tôt. Dans le carrosse, sa sœur s'inquiète qu'elle ne se fasse des amis, tandis que Sylvia pense froidement « Wellington, ça fait vraiment un bail ». Sylvia se souvient de son ancien collègue, le grand-duc Wellington, qui manipule désormais l'Empire et se dresse comme son ennemi le plus terrifiant. Son uniforme élégant, son anneau orné de bijoux et son épée de cérémonie témoignent de l'immense pouvoir qu'il détient désormais. Une narration explique que malgré ses humbles origines, il est vénéré par le peuple comme son étoile du matin. Il fait une entrée grandiose sur un cheval blanc, se délectant de l'adoration du peuple en liesse. Se souvenant de lui dansant avec sa noble épouse, Sylvia se moque de l'étoile du matin, le considérant comme une sangsue qui s'est mariée par gain politique. En regardant un portrait de famille de Wellington et de son épouse avec leurs 2 enfants aînés, Sylvia en déduit que ce nouveau jeune maître doit venir d'ailleurs. Vêtue d'une nouvelle robe jaune, Sylvia est assise en contemplation silencieuse, un papillon solitaire flottant à proximité. Elle se souvient d'une rumeur scandaleuse datant d'1 an avant sa mort. Wellington s'est disputé avec sa femme à cause d'une liaison, ce qui signifie que ce nouvel enfant doit être illégitime. La vérité lui apparaît, c'est un enfant né hors mariage, caché à cause de sa mère légitime éminente. Un sourire retors et satisfait se répand sur son visage tandis qu'un plan prend forme. Elle réalise que l'enfant illégitime de Wellington est la pièce parfaite dont elle a besoin pour réintégrer le monde du pouvoir. Ses cheveux flottants et ses bijoux étincelants symbolisent le plan complexe et magnifique qu'elle tisse. Dans une vision de son futur moi, elle tient les 2 pions dans ses mains, prête à les manipuler comme une araignée dans sa toile. Une fillette rousse de 8 ans nommée Margot fait la leçon condescendamment à une autre fille sur l'imprévisibilité de la présence des nobles au rassemblement. Attendez. L'implication des mots de Margot la frappe soudainement, et elle lâche. Ça veut dire que Stuart ne vient pas aujourd'hui. Elle regrette immédiatement son éclat, frustrée que le fait d'être une enfant l'ait fait agir par impulsion, car toute la raison de sa venue est maintenant disparue. Alors que les filles décident de partir, sa sœur défend sa prétendue ignorance, et une Sylvia abattue se prépare à retourner. Les oreilles de Sylvia se dressent lorsqu'elle entend que Margot a été au palais royal, se demandant si la fille a de puissantes relations. Margot se vante de l'incroyable artisanat du palais, et les autres filles écoutent avec des yeux écarquillés d'émerveillement. Sylvia est absolument pas impressionnée, s'étant attendue à des secrets politiques d'une visiteuse du palais, et non à un avis sur le paysage. Elle les rejette toutes comme des gamines mesquines, et de Baran, contente d'avoir établi sa personnalité naïve dès le début. Une carte de titre apparaît, décorée d'un petit personnage fantaisiste. Margot commence à raconter la légende de l'étang de Naga du palais d'Erneo, l'ancienne résidence de la princesse Stéphanie, qui serait hantée par son fantôme suicidaire. Une autre fille élabore la légende, expliquant que l'on peut invoquer l'esprit vengeur de Stéphanie pour exaucer un vœu, en échange de son âme. Une vision montre une jeune femme priant tandis que l'esprit fantomatique de la princesse Stéphanie plane au-dessus d'elle, prêt à conclure un marché. Sylvia s'ennuie de la discussion, trouvant les rumeurs à son sujet complètement insensées. Un flashback de sa vie passée montre son moi confiant, qui était bien trop fier et têtu pour jamais envisager le suicide. Alors que l'image de son passé se brise comme du verre, la jeune Sylvia observe avec détermination. Les filles potinent sur la raison du suicide, affirmant que Stéphanie a été rejetée par Lord Adonis après avoir tenté de le voler à sa sœur, Erin. Margot conclut que la princesse humiliée s'est noyée, faisant crier intérieurement à Sylvia « Absurdité ». Sylvia bouillonne en silence, sachant qu'Adonis était son fiancé et que sa sœur, Erin, était celle qui l'avait volé. Elle se souvient avoir préféré les hommes forts comme son disciple Léo, trouvant le joli garçon Adonis ennuyeux, et sait qu'elle ne se noierait jamais pour lui. Lorsque la rousse Margot la réprimande pour avoir réfuté l'histoire,
Sylvia fait calmement remarquer que l'étang de Naga n'a que la taille. Elle serre son petit poing, se préparant à révéler le détail le plus important. Un flashback de son meurtre violent et sanglant prouve son point, alors qu'elle déclare intérieurement que la princesse Stéphanie ne s'est pas noyée. Une image sombre d'un squelette tenant une croix apparaît, drapée de roses épineuses, symbolisant son véritable destin. Le soi-disant noyade n'était qu'une excuse pour couvrir l'affaire, crie-t-elle, incapable de contenir sa colère. Elle se tient défiante, criant la vérité aux filles étonnées. Les autres enfants restent sans voix, fixant Sylvia dans un silence stupéfait. Oh oh, Sylvia réalise avec une secousse de panique qu'elle en a trop révélé. Réfléchissant rapidement, elle décide de recourir à son ancienne astuce. En cas de doute, faire semblant d'être idiote pour s'en sortir. Avec un petit rire malicieux, Sylvia trompe avec succès les autres enfants grâce à son numéro de « fille stupide ». Elle explique intérieurement que son éclat était calculé. Une manière de révéler juste assez de vérité pour paraître une enfant naïve. Soudain, un jeune garçon aux cheveux noirs, vêtu d'un costume élégant, descend d'une somptueuse calèche noire. Le garçon la regarde de haut, impérieusement, entouré de papillons bleus voltigeants, tandis qu'il s'adresse à elle d'un seul mot. « Toi ». Il demande d'un ton menaçant comment elle sait, tandis qu'un éclat aigu, semblable à une épée, pointe vers une Sylvia choquée. Le garçon, désormais identifié comme Stuart, pointe sa canne sur Sylvia, qui est tombée, exigeant de savoir comment la fille d'un marchand est au courant des affaires du palais royal. Un personnage chibi-fantaisiste sourit chaleureusement depuis un lit de roses roses et rouges. Les autres enfants allaitent Maître Stuart, tandis qu'un narrateur l'identifie comme le fils du grand-duc Wellington et l'ennemi numéro 1 de la princesse Stéphanie. La sœur de Sylvia s'excuse frénétiquement auprès de Stuart, affirmant que Sylvia est délirante, tout en disant sévèrement à Sylvia de se taire. Un gros plan révèle les grands yeux bleus innocents de Sylvia, jouant parfaitement son rôle. Stuart fait taire la sœur de Sylvia, exigeant que Sylvia elle-même explique ce qu'elle sait de l'étang Naga. Un petit sourire confiant se dessine sur ses lèvres, tandis qu'elle pense « Malheureusement pour toi, tu m'as rencontré. » Stuart ricane, se demandant si elle est une admiratrice de la princesse Stéphanie avant de rejeter l'idée que l'infâme princesse puisse en avoir. Sylvia se demande si Wellington lui a dit quelque chose sur son passé, mais décide rapidement qu'elle doit juste tromper ce morveux. Elle se souvient de sa vie passée en tant que Stéphanie, une politicienne magistrale sur un échiquier, sachant que tous les politiciens sont des acteurs nés. Un papillon se pose sur une pièce d'échecs, tandis qu'elle se souvient que même le rusé Wellington n'a pas pu la vaincre. « Prince, princesse » crie-t-elle, feignant la confusion. Elle pense que le spectacle commence tandis que les autres filles se moquent de son statut de nouvelle riche. Levant les yeux, les larmes aux yeux, Sylvia capte l'attention de Stuart, prête à broder son histoire. Elle explique avec une logique enfantine que sa maman l'appelle princesse et que seul celui qui voudra l'épouser fera de même. Un Stuart troublé lui dit de se lever, insistant sur le fait que le mariage n'est pas quelque chose qu'ils peuvent décider. Tandis que les autres filles ricanent devant la situation délicate de Stuart, Sylvia demande d'un air de défi, qui a décidé qu'il ne l'épouserait pas. Tandis que les filles chuchotent à propos de la folle qui importune Stuart, Sylvia continue de le harceler, le suppliant de ne pas partir. « Ça suffit !» crie Stuart la repoussant et pensant qu'il avait été stupide de jamais douter de son numéro. Il lui dit qu'il entre à Weir College et n'a pas de temps pour ses jeux, ce qui pousse Sylvia à noter mentalement une université complètement différente. Stuart déclare qu'elle n'entrera jamais dans un endroit pareil de sa vie, lui tournant le dos. Sylvia observe avec un sourire rusé et déterminé, pensant qu'elle n'a jamais voulu y aller, jusqu'à présent. Une vision de son ancien moi royal, paré de bijoux, traverse son esprit, réaffirmant sa nature rusée. Elle célèbre intérieurement d'avoir trouvé la percée dont elle avait besoin depuis 6 ans, un moyen de se rapprocher de ses ennemis dans la capitale. L'appelant par son nom, elle décide d'utiliser Stuart pour infiltrer le cercle intime de Wellington et réintégrer la haute société. Stuart se retourne, agacé, se demandant ce que cette idiote pourrait bien vouloir d'autre, et maudissant sa malchance. Avec un sourire lumineux et innocent, Sylvia déclare « Je veux aller à l'école avec toi », tout en complotant pour se rapprocher de lui. La scène passe à un grand bâtiment scolaire encadré de magnifiques fleurs de cerisier. Ses parents déplorent que leur bébé aille à l'école si tôt et pour si longtemps, tandis que son frère questionne son désir d'étudier. La famille arrive au bureau d'inscription des nouveaux élèves sur le terrain de l'école. Tandis qu'un administrateur lui remet son uniforme, les frères et sœurs de Sylvia tentent une dernière fois de la dissuader, mais elle accepte simplement ses documents. Une Sylvia chibi agacée demande si leurs adieux interminables sont enfin terminés.
Un avis explique que le collège Weir est une petite école de ville frontalière, où seuls quelques élèves peuvent fréquenter l'Académie impériale de la capitale chaque année. Une médaille ornée, en forme d'étoile, scintille, représentant le prix pour les meilleurs étudiants. Sylvia sait que cette opportunité d'échange est le seul moyen pour Stuart de regagner les faveurs de Wellington, ce qui rend sa présence là-bas essentielle. Elle tient calmement la clé de sa chambre et ses documents, son plan étant désormais officiellement en marche. Réalisant que les meilleures notes seules ne suffisent pas, elle se demande froidement si cette opportunité est quelque chose qui doit être acheté. Un administrateur informe une autre fille, Caroline, des frais et des fournitures requises, et Sylvia réalise que cette nouvelle fille est sa colocataire. L'administrateur se moque du manque d'argent de la nouvelle fille, renforçant la perception de Sylvia de la hiérarchie sociale de l'école. D'autres filles se moquent de la pauvreté de Caroline, chuchotant aux autres de rester loin d'elle tandis qu'elle baisse les yeux, humiliée. Sylvia intervient, jetant des pièces d'or sur le comptoir et demandant froidement 2 ensembles des meilleures fournitures de dortoir. Elle se tourne avec un doux sourire vers une Caroline stupéfaite qui sera sa nouvelle colocataire. Avec un clin d'œil enjoué, Sylvia tend une clé de dortoir à Caroline, lui disant d'utiliser les fournitures qu'elle a achetées. Faisant ses adieux à sa famille, Sylvia s'éloigne avec une Caroline reconnaissante, expliquant qu'elle aime simplement que les choses soient uniformes. Dans une vision idyllique, les parents et le frère aîné de Sylvia la chérissent, sa mère l'appelant son petit ange. Alors qu'elle marche dans l'enceinte de l'école, Caroline se lamente d'être une noble pauvre et marginale avec qui personne ne veut s'associer. Sylvia déclare sagement que les vrais marginaux sont ceux qui ne savent que flatter leurs supérieurs, ce qui fait rire une Caroline surprise. Caroline avertit que de puissants nobles dirigent l'académie et ne doivent jamais être provoqués, tandis que des figures obscures planent en arrière-plan. La hiérarchie sociale rigide est illustrée, montrant le parvenu et le civil se tenant à l'écart dans l'ombre des nobles. Sylvia décide qu'il est préférable de défier proactivement ses rivaux maintenant, plutôt que d'être forcée de les combattre plus tard. Caroline précise qu'elle ne concourt que pour des médailles de bronze, et non pour combattre des nobles dans la vraie vie, poussant une Sylvia confuse à poser des questions sur le tournoi des badges de bronze. Caroline explique que collecter des badges de bronze lors des compétitions est le seul moyen d'obtenir une chance d'aller à l'université de la capitale impériale. Une vision montre des étudiants tendant la main vers une glorieuse médaille en forme d'étoile, le prix ultime pour les meilleurs compétiteurs. Sylvia observe les étudiants concourir dans ce qu'elle comprend maintenant être le tournoi de médailles de bronze de l'orientation. Caroline entraîne Sylvia avec enthousiasme, suggérant qu'elle rejoigne le tournoi puisque c'est le moyen le plus facile d'obtenir un badge de bronze. Les 2 filles se précipitent vers la table d'inscription, demandant avec empressement une carte pour participer à la compétition. Tenant le formulaire d'inscription, Sylvia le regarde pensivement, tandis que Caroline pointe du doigt, se demandant ce qu'implique la compétition. Dispersion. La foule d'étudiants s'écarte, tandis que Stuart et son entourage font une grande entrée. Les yeux de Sylvia s'écarquillent sous le choc alors qu'elle reconnaît le nouveau venu. Elle l'observe à distance, réalisant avec un sursaut que c'est Stuart. Une Caroline nerveuse attrape le bras de Sylvia, lui murmurant qu'elles doivent s'écarter du chemin de Lord Stuart. HMPH. Stuart baisse les yeux avec un froncement de sourcils, pensant que la boîte qu'elle tient a l'air d'être remplie d'argent. Stuart demande si elle participe aussi, pensant que la petite folle mérite d'être une pierre d'achoppement pour lui, le véritable élu. 2 observateurs bavardent avec incrédulité, certains que le fou qui a défié Lord Stuart va perdre misérablement. Sylvia feint la confusion, intérieurement ravie que sa cible soit venue à elle, lui épargnant la peine de le chercher. Une vision montre Stuart et Sylvia face à face, entourés d'un jardin éthéré de roses blanches. Stuart se penche près d'une Sylvia stoïque, son sourire menaçant tandis qu'il appelle sa proie. Une Sylvia Chibi réfléchit que dans sa vie passée, elle l'aurait fièrement combattu à armes égales, refusant d'être considérée comme une proie. Mais maintenant, elle prévoit de faire semblant d'être la proie, laissant le chasseur tomber directement dans son piège. Alors qu'un reflet de lapin royal aux yeux rouges apparaît dans son regard, la détermination de Sylvia s'endurcit. Un écran de confrontation apparaît, opposant un Stuart confiant à une Sylvia au sourire malicieux. Le tournoi d'échecs des étudiants de première année du collège Weir est annoncé alors que Stuart et Sylvia s'affrontent sur un échiquier. Le carton-titre du tournoi apparaît à nouveau, cette fois sur les yeux intensément concentrés de Stuart. Le dos tourné à Stuart, Sylvia sourit en coin, pensant « Les faibles !» Stuart fixe une pièce d'échec géante, sûr qu'il peut affaiblir n'importe quel adversaire par sa seule volonté. De son côté de l'énorme échiquier,
Sylvia regarde sa propre pièce avec une confiance tranquille. La caméra se concentre sur une pièce d'échecs d'un fou, unique et ornée, sur l'échiquier. Sylvia se souvient que ce jeu, les échecs, est sa spécialité en tant que princesse Stéphanie, et elle a pleinement l'intention d'en contrôler l'issue. Un bracelet délicat, semblable à des perles, est montré sur un fond étoilé. Un panneau de transition de roses rouges et roses luxuriantes remplit l'écran. Dans un magnifique kiosque de jardin, le tournoi d'échecs est en cours. Un narrateur explique que Stuart et Sylvia ont déjà gagné 2 parties sur 3. Chuchotement. Caroline encourage anxieusement Sylvia à gagner au moins une partie. Mais Sylvia se contente de sourire, équilibrant espièglement une pièce d'échecs sur sa tête. Stuart et ses compagnons se moquent de Sylvia comme d'une novice. Mais elle pense en elle-même qu'elle perdra intentionnellement cette partie pour attirer sa véritable proie, Stuart. Sylvia sourit gentiment, rétorquant que même un pion peut se tenir sur l'échiquier, laissant les garçons agacés par sa moquerie perçue. L'un des compagnons de Stuart détourne le regard, déconcerté par sa réplique simple mais efficace. Stuart écarte l'agacement de son ami, déclarant qu'il ne vaut pas la peine pour un chasseur de perdre son temps avec une proie déjà condamnée. Alors que l'arbitre annonce le début du premier round, Sylvia piège intérieurement Stuart, pensant que sa confiance est sa proie. La scène transite à travers un épanouissement de roses vives et colorées. Le spectacle commence. Sylvia déplace joyeusement une pièce, déclarant qu'elle va la manger, tandis que Caroline panique qu'elle gaspille un pion de faible valeur. Après que Stuart ait fait un coup astucieux, une Sylvia pensive observe, tandis qu'il pense avec suffisance qu'il se déplace mieux et plus loin qu'elle. Caroline se frappe le front, étreignant une Sylvia riante, et s'exclamant que les échecs ne sont pas un jeu où il s'agit de voir qui peut se déplacer le plus loin. Échec et mat, crie un adversaire tandis que Caroline et Sylvia regardent, vaincus. Il pense en lui-même à la rapidité de leur défaite. Un observateur loue le mat de Stuart avec un cavalier et un fou. Mais le compagnon de Stuart lui dit impatiemment d'arrêter de parler et de commencer la deuxième partie. Un compagnon de Stuart déclare avec une certitude suffisante que cette confrontation géniale n'a absolument aucun suspense. Alors qu'un des amis de Stuart se moque de ses connaissances en échecs, Sylvia note en interne que son adversaire mord à l'hameçon et qu'elle va intentionnellement perdre cette manche pour qu'il remporte le badge de bronze. Dans une jolie fantaisie chibi, Sylvia jure que son chef-d'œuvre de château de pièces d'échecs le vaincra définitivement. Sa stratégie non conventionnelle est révélée, une formation défensive et serrée de ses pièces d'échecs, ressemblant à un mur de château. Stuart demande au professeur si son coup est une faute, et le professeur confirme que mademoiselle Sylvia a commis une faute, faisant de maître Stuart le vainqueur de la manche. Sylvia demande à Stuart de lui apprendre, mais il refuse avec suffisance, ne voulant pas faire honte à son professeur, tandis que ses amis se moquent de son château d'échecs et la traitent de folle. Un des compagnons de Stuart se vante que son professeur est son Altesse Erin, l'une des meilleures maîtres d'échecs de l'Empire. Pause. Le nom, Erin, stupéfie Sylvia, qui se fiche sur place alors qu'elle assimile la connexion inattendue. Une transition brève et pensive à travers un bouquet de fleurs roses et blanches aux teintes douces. Dans un souvenir de sa vie passée, une Sylvia royale réfléchit que jouer aux échecs, c'est comme gouverner un pays, chose pour laquelle elle n'avait aucun intérêt par rapport à suivre sa sœur. Le flashback révèle qu'elle était la seconde princesse de l'Empire Erin, et, plus important encore, celle qui a appris à sa chère sœur Erin à jouer aux échecs. Sylvia se moque intérieurement du titre, la disciple bien-aimée d'Erin. Le poing serré, Sylvia jure de prêter attention à Stuart, le gamin illégitime, et méprise Erin pour avoir étalé des choses volées. Pendant ce temps, Caroline l'exhorte nerveusement à se taire pour éviter d'offenser la famille royale. Stupéfait, un spectateur reconnaît Caroline comme une fille de la famille Phénix déchue, chuchotant à propos de leurs difficiles circonstances depuis l'incident de Lio. Ha ha ha. Les amis de Stuart se moquent cruellement, raillant la famille de Caroline pour être minable et qualifiant Sylvia, l'idiote nouvelle riche, et elle-même de match parfait. Sylvia réfléchit avec dédain que, dans ses 2 vies, elle a rencontré d'innombrables idiots qui flattent les puissants et méprisent les faibles. En riant, un garçon se moque de Sylvia, la qualifiant de dame déchue qui pourrait défier Stuart dans sa prochaine vie, mais Sylvia pense en interne. Prochaine vie ? N'est-ce pas maintenant ? Alors que quelqu'un lui saisit le bras. Lève-toi. Au choc de Caroline, Sylvia se lève avec un sourire confiant, prête à l'affrontement. Regardant devant elle avec une détermination inébranlable, Sylvia déclare que le badge de bronze doit être le sien. Se penchant sur l'échiquier avec un regard provocateur, Sylvia dit à Stuart que c'est une compétition bienvenue,
pas juste lui qui joue à la dinette. Stuart la regarde en retour, lui demandant froidement si elle veut regretter ses paroles provocatrices. Sylvia demande effrontément s'il aurait peur de concourir au 3e tour si elle gagne, puisque le badge de bronze serait alors le sien, tandis que ses amis lui disent d'ignorer cette folle, puisqu'il a déjà gagné. Sylvia le traite de lâche pour avoir peur de parier, mais Stuart rétorque froidement qu'il ne veut tout simplement pas perdre son temps. Jurant qu'elle ne perdra pas contre lui, le défi de Sylvia est accepté alors que le 3e tour commence officiellement. Le match final commence sous la surveillance du professeur, une main déplaçant un pion en position. Sylvia demande s'il parierait toujours s'il perdait sa pièce la plus puissante, un sentiment que Stuart rejette comme un rêve de roturier, ce qui la pousse à se demander quelle est la pièce la plus puissante. Elle se demande si la pièce la plus puissante est son statut de sa vie antérieure, symbolisé par un roi qui tombe et un bracelet de perles brisé. Se souvenant qu'elle a tout perdu, la détermination de Sylvia s'endurcit. Elle n'abandonnera pas et regagnera tout dans cette nouvelle vie, pariant que Stuart Wellington perdra. Sylvia propose audacieusement un pari au professeur, si elle gagne, le badge est à elle, mais si elle perd, tous ses futurs badges iront à Stuart, le choquant. Croyant qu'elle est désespérément stupide, Stuart sourit, disant à Sylvia qu'aujourd'hui il va lui enseigner quelques principes de vie. Sylvia le prévient de ne pas être si audacieux, mais Stuart, la rejetant comme une folle, accepte le pari et la met au défi de parier, puisqu'elle ne connaît pas ses limites. Acquiescement. Avec l'approbation d'un professeur Chibi, le contrat est établi, et Sylvia esquisse un sourire rusé et satisfait. Stuart observe, captivé un instant, les longs cheveux bleus de Sylvia couler élégamment. Le jeu final se déroule dans un tourbillon de pétales de rose et de pièces d'échecs en mouvement. Dans une époustouflante démonstration de puissance, les cheveux de Sylvia ondulent comme de l'eau alors qu'elle commande magistralement l'échiquier, des pièces d'échecs tombant autour d'elle. Avec un sourire confiant et entendu, Sylvia est prête pour la victoire. Elle pousse un pion unique vers l'avant, la pièce marquée d'un double fait stylisé. Une aura soudaine et meurtrière émanant de Sylvia envoie un frisson dans le dos de Stuart, le laissant complètement déconcerté. Son pion atteint la dernière rangée de l'échiquier et est promu en dame. Une carte explicative détaille la règle de la promotion, un pion atteignant le camp adverse peut devenir une dame, la pièce la plus puissante. Avec un sourire triomphant, Sylvia annonce que son roi est maintenant à la portée de sa reine nouvellement couronnée. Stuart comprend toute sa stratégie dans un éclair de rage. Elle avait planifié dès le début d'améliorer son pion et de mettre son roi échec et mat. Tandis que Stuart fulmine d'avoir été dupé en ignorant son soldat, une vision de la princesse Stéphanie demande qui a jamais dit que les soldats étaient inutiles. L'image royale de la princesse Stéphanie apparaît une fois de plus, sa prestance et son pouvoir indéniable. Sylvia sourit gentiment à Stuart, lui demandant comment il savait que son pion n'était pas la reine cachée depuis le début. Clap. Caroline célèbre joyeusement la victoire de Sylvia, tandis que les amis de Stuart bégayent d'incrédulité, qualifiant cela de chance impossible. Stop. Sylvia lève une main, faisant taire la célébration tandis qu'elle se concentre sur ses adversaires vaincus. Fixant du regard, Stuart demande si son acte insensé était une mascarade depuis le début, ce à quoi elle répond effrontément. Devine quoi? Vaincu, Stuart jure de lui reprendre le badge de bronze plus tard, et s'en va en tempête. Sylvia fait un petit signe de la main satisfait, tandis que son rival vaincu s'éloigne. Sur fond de rose épanoui, Sylvia promet doucement. Je t'attendrai. Caroline s'extasie sur le fait que Sylvia était si beau qu'il éclipsait Stuart, mais alors que Sylvia acquiesce avec complaisance, elle panique, réalisant qu'elle a accidentellement ruiné son plan de feindre la faiblesse et qu'elle est devenue une chasseuse ratée. Dans un accès de panique chibi, les cheveux de Sylvia volent follement, tandis qu'elle s'inquiète de ce qu'elle doit faire maintenant. Alors que Stuart l'accuse furieusement de s'être moqué de lui, ses amis insistent sur le fait qu'elle a dû gagner par ruse, laissant Sylvia faire face à leur colère. Hésitante, Sylvia demande à Caroline si rendre le badge arrangera les choses, mais Caroline répond avec force que non, expliquant que son frère l'a averti que Lord Stuart est extrêmement vindicatif, et Sylvia l'a battu. Après que Caroline ait suggéré des excuses, l'un des amis de Stuart défie moqueusement Sylvia en match, se demandant pourquoi elle hésite alors qu'elle a déjà le badge de bronze. Sylvia réalise que le garçon préférerait être vu comme un tyran, plutôt que de la laisser croire qu'elle a gagné équitablement, déplorant que son plan soit ruiné maintenant qu'elle a battu Stuart publiquement. Alors que Sylvia s'efforce de trouver une excuse pour un Stuart mécontent, un homme en costume l'appelle d'urgence par son nom. L'homme annonce que quelqu'un de la capitale impériale est arrivé, laissant Stuart complètement stupéfait. Stuart renvoie un regard plein de détermination fougueuse, jurant de retrouver son honneur,
tandis que l'homme l'emmène rencontrer les importants visiteurs de la capitale. Choquée, Sylvia réalise que la seule personne ayant de telles relations est le père éhonté et au cœur noir de Stuart. Une image d'un homme puissant et décoré en uniforme militaire rouge apparaît, représentant la vision de Sylvia du père de Stuart. Le nom Wellington résonne dans son esprit tandis que Sylvia tremble d'impatience, se demandant si elle le reverra enfin après sa renaissance. La scène se déplace vers un grand domaine, où une personne invisible salue quelqu'un par un. Ça fait longtemps ? À l'intérieur d'une somptueuse salle, un serviteur informe Maître Stuart qu'on lui a apporté quelque chose, tandis qu'un autre ricane avec arrogance que l'endroit est toujours aussi minable. Face à 3 hommes arrogants, Stuart pense « c'est vous », avec dédain tandis que l'un d'eux juge son environnement minable. Sylvia jette un œil de loin, se demandant si l'homme blond est le père de Stuart, tandis que Stuart lui-même semble abattu. Réalisant que ce n'est pas Wellington, Sylvia entend l'un des hommes demander avec moquerie à Stuart s'il ne veut pas que son propre fils le voie. Stuart lève les yeux vers le grand escalier, demandant avec espoir si son père est déjà venu. Les hommes en visite rejettent son espoir, déclarant que le duc est trop occupé pour un endroit aussi reculé et que Maître Stuart devrait comprendre la situation. Dissimulant sa déception, Stuart déclare fermement que même si son père venait, il le renverrait simplement dans la capitale. Une jolie image de fin de chapitre montre une Sylvia chibi taquinant Stuart, avec une légende sur la triche envers la famille Wellington et une Sylvia diabolique, pensant qu'elle ne l'a jamais dit elle-même. Un panneau narratif explique la situation politique. La famille de Madame Wellington est extrêmement puissante, et ses managers arrogants travaillent probablement pour eux. Observant la scène, Sylvia comprend que l'intendant de la famille de la dame a reçu l'ordre d'envoyer quelque chose à Stuart, l'enfant illégitime. Sylvia conclut que Wellington ne doit pas beaucoup se soucier de son fils illégitime, car Stuart se tient seul et oublié. La dynamique familiale complexe est expliquée. La puissante épouse de Wellington est une ennemie naturelle de Stuart, et Wellington a banni son fils pour maintenir un équilibre politique délicat. Réalisant l'équilibre précaire de la famille, Sylvia envisage d'aider le pauvre petit Stuart en le brisant elle-même. Sylvia sourit sournoisement, se demandant qui Wellington choisirait s'il était forcé de choisir entre sa puissante épouse et son fils oublié. Imaginant le drame passionnant d'une querelle familiale, Sylvia est soudainement tirée de ses pensées lorsqu'une main lui saisit le bras et qu'une voix lui demande ce qu'elle fait. Un bel homme roux en chemise déboutonnée soulève une Sylvia choquée du sol. La scène se concentre sur l'impressionnante physique de l'homme mystérieux et son attire ornementé et militariste. « Lâche-moi !» exige Sylvia, se débattant dans son étreinte tout en se plaignant intérieurement qu'il ne peut pas juste la soulever, quelle que soit sa belle silhouette. Levant les yeux vers son ravisseur, Sylvia commence à exiger qu'il la repose. Une vue complète révèle l'homme roux époustouflant dans toute sa splendeur, entouré d'une aura scintillante. S'accroupissant à son niveau, l'homme lui demande comment elle connaît son nom. Un flashback révèle une figure royale, semblable à une déesse, tandis que la narration explique que Sylvia le connaît, parce qu'il a juré autrefois de verser sa dernière goutte de sang pour elle. Une vision montre l'homme roux enveloppé de puissance, jurant sa loyauté absolue. Se souvenant de lui agenouiller devant elle, Sylvia le considère comme son chevalier le plus loyal et le premier vieil ami qu'elle ait rencontré depuis sa renaissance. Son passé royal nomme son loyal chevalier, Léo. Quoi demande Léo, l'air complètement confus par son étrange comportement. Embarrassée, Sylvia affirme rapidement que tout le monde le connaît, puisque Lord Léo est le célèbre premier chevalier de l'Empire. Léo la corrige, déclarant qu'il n'est plus que capitaine de la garde au collège Weir, choquant Sylvia avec la nouvelle de sa rétrogradation. Un gros plan capture l'incrédulité totale de Sylvia face à ce qu'elle vient d'entendre. Lui tapotant la tête, Léo rejette son inquiétude comme une affaire d'adulte, mais Sylvia lui dit avec colère de ne pas la tromper avec cette excuse. La scène transite à travers un fond doux et floral, impliquant un changement de ton. Léo explique tristement que sa position n'a pas d'importance s'il ne peut pas protéger sa maîtresse, et qu'il vaut mieux rester loin de cet endroit sale, faisant se demander à Sylvia si elle en est la cause. Sylvia réalise avec une horreur naissante qu'après sa mort, ses ennemis ont sûrement ciblé Léo, son confident, et l'ont banni malgré son service loyal. Ses yeux s'écarquillent, remplis de la tristesse et du poids de cette nouvelle et douloureuse compréhension. Avec une détermination renouvelée, Sylvia réfléchit à son lien avec son confident, une vision de sa cour royale passée planant au-dessus d'elle. Un diagramme chibi illustre la rétrogradation injuste de Léo et le propre malheur de Sylvia, la faisant piquer une crise de colère par terre, furieuse que la situation de ses alliés s'aggrave.
Décidée à arranger les choses, Sylvia dit rapidement à Léo qu'elle le verra plus tard et s'éclipse, laissant derrière elle le capitaine de la garde confus. Attends. Une main lui attrape soudainement le bras, l'arrêtant net, tandis qu'elle regarde en arrière, surprise. Léo réprimande sévèrement Sylvia pour son manque de respect, mais elle exige de savoir ce qu'il pense faire. En tant que capitaine de la garde, Léo condamne une Sylvia qui proteste à nettoyer le jardin de l'académie, déclarant qu'il inspectera son travail ce soir. Une voix du haut des escaliers demande qui fait du bruit, révélant Stuart qui observe la scène d'en haut. Alors que leurs regards se rencontrent, Sylvia et Stuart sont également agacés, se demandant tous deux pourquoi l'autre est là. Stuart soupçonne Sylvia d'avoir été surprise parce qu'elle l'a écouté aux portes, tandis qu'elle tente frénétiquement de s'expliquer. Sylvia fume intérieurement d'avoir été surprise par Stuart alors qu'elle était préoccupée par sa discussion avec Léo. L'air innocent, Sylvia prétend qu'elle passait juste par là et n'avait pas l'intention d'entendre leur conversation. Avec un air gracieux, Sylvia maintient sa façade sereine, entourée d'une aura de rose bleue. Stuart lui saisit agressivement le bras, exigeant de savoir combien elle a entendu, tandis que Sylvia panique, se demandant s'il a vu sa faiblesse précédente. Remarquant sa réaction intense, Sylvia réalise à quel point les enjeux sont élevés dans cette confrontation. Clang. Une canne sépare soudainement les deux, choquant Sylvia et Stuart et les réduisant au silence. Léo intervient, rappelant à Stuart que la violence est interdite et qu'il est méprisable d'attaquer une dame. Sylvia pense avec suffisance que Léo est toujours aussi strict, tandis qu'un Stuart irrité soupçonne qu'elle a trouvé un puissant soutien auprès du capitaine de la garde. Vaincu, Stuart s'excuse de son oubli et recule sous le regard sévère de Léo. Sylvia observe avec confusion, se demandant pourquoi le garçon arrogant est soudainement si obéissant, et si sa personnalité a changé. Stuart se moque intérieurement de Sylvia, la considérant comme une naine baveuse et à la taille en tonneau perdue dans un monde fantastique. Continuant ses insultes silencieuses, Stuart sourit, pensant qu'aucune imbécile espionne qui se dit princesse ne pourrait jamais être une dame. Sylvia réalise que les insultes lui sont destinées et, remplie d'une rage ardente, décide que la gamine désobéissante doit être disciplinée. Faisant semblant, l'expression de Sylvia devient triste, tandis qu'elle décide intérieurement de s'occuper de Stuart l'espion. Stuart fait appel à Léo, déclarant que si la justice existe, la fille qui écoutait aux portes doit être punie. Confiante en son chevalier, Sylvia pense qu'avec Léo à ses côtés, elle s'assurera que la méchante petite brute ne s'en sortira pas impunément. Léo inverse la situation, punissant un Stuart choqué pour ses paroles grossières et son attaque sur une camarade de classe, en le condamnant à nettoyer le jardin. Léo ajoute qu'il vérifiera le travail ce soir, laissant Stuart fulminaire de colère. Sylvia jubile intérieurement, pensant que Stuart mérite d'être puni à ses côtés pour avoir tenté de la rabaisser. Léo déclare que puisque l'écoute clandestine est également honteuse, Sylvia doit aussi nettoyer le jardin, à son grand désarroi, tandis que Stuart arbore un sourire triomphant. Ne voulant pas faire mauvaise impression auprès du premier chevalier de l'Empire, Stuart accepte docilement sa punition. Sylvia réalise que Stuart essaye de plaire à Léo pour impressionner son père, au moment où Léo s'accroupit et lui rappelle de se mettre au travail. Tandis que Léo lui tapote doucement la tête, Sylvia le félicite intérieurement, pensant bien jouer Léo. Léo et Sylvia partagent un moment calme et tendre sur fond de fleurs épanouies. Léo pense avec tendresse que si la méchante petite oursonne est frustrante, les enfants doivent être punis quand ils font le mal. Un flashback commence, montrant un Léo sombre et pensif, se remémorant un souvenir passé. Dans son souvenir, une voix royale le félicite d'avoir remporté une bataille cruciale et sauvé la ville. Se souvenant de l'avertissement de sa princesse, selon lequel son service ferait de lui une cible, Léo se rappelle que la victoire ne signifiait que voir son reflet dans ses yeux. Le flashback de Léo continue, se souvenant du son de la douce voix de sa princesse. Il se souvient s'être agenouillé devant sa déesse, sentant que lui, une personne humble, se voyait enfin accorder un rayon d'amour. Déglutir. Il se souvient du contact de sa main sur son menton, un moment de profonde connexion. Le flashback se termine sur le souvenir d'elle lui tapotant l'épaule, un signal secret de leur victoire partagée. La voix de sa princesse résonne dans sa mémoire, lui demandant ce qu'il désire comme récompense, richesse, titre ou une femme. Perdu dans le souvenir, Léo lève les yeux avec un désir ardent, sur le point d'exprimer son désir le plus profond. Ses pensées révèlent son vrai souhait. Bien qu'il se sente cupide et honteux, il veut que sa déesse lui accorde sa faveur éternelle. Il contemple une vision de sa princesse angélique, persuadé que son véritable désir est à jamais hors de portée.
Léo pense que même exprimer son vœu à voix haute serait une souillure de sa pureté. Reprenant pied dans le présent, Léo regarde Sylvia et demande à voix basse si Votre Altesse Stéphanie a encore du sang. Complètement déconcerté par l'étrange question, Sylvia ne peut que demander quoi. Léo sort de sa rêverie, reprenant ses esprits avec un sursaut. Rejetant ses propres pensées comme impossibles, Léo dit à Sylvia que ce n'était rien, et lui ordonne d'aller nettoyer le jardin. Alors qu'il s'éloigne, Léo pense qu'il perd la tête, car il sait mieux que quiconque que Dame Stéphanie n'a pas de descendance. Perdu dans ses pensées, Léo se demande si son Altesse se moquerait de lui si elle connaissait ses folles espérances. Un homme aux cheveux violets et aux lunettes s'approche, demandant ce que fait Lord Léo debout là. Léo salue Monsieur Nishio, expliquant qu'il vient de punir 2 étudiants de première année, et Nishio remarque que cette classe est pleine de fauteurs de troubles talentueux. Montrant un livre à Léo, Monsieur Nishio lui présente avec enthousiasme le compte-rendu d'échec du jeu d'orientation, louant la magnifique victoire comme un contraste avec les fauteurs de troubles. Les yeux de Léo s'écarquillent alors qu'il reconnaît le style d'échec, voyant une vision de sa princesse, Stéphanie, sur un échiquier et pensant que cela lui ressemble exactement. Tremblant. La main de Léo tremble alors qu'il agrippe la chaîne de son uniforme, un souvenir profond s'emparant de lui. Alors qu'une personne invisible demande qui est la joueuse talentueuse, Monsieur Nishio révèle à un Léo stupéfait que c'est une enfant nommée Sylvia. Un éclair d'image montre une Sylvia Chibi espiègle suivie d'une scène sérieuse d'elle et de Léo se faisant face. Une vision de sa princesse, Stéphanie, l'appelle par son nom, laissant Léo regarder vers le bas, profondément troublé. Il pense que même si Sylvia est une parente, elle ne peut pas être si étrangement similaire à sa princesse perdue. Léo essaye de rejeter l'idée bizarre, se disant qu'il réfléchit trop, tandis que Monsieur Nishio demande ce qui ne va pas. Secouant la tête, Léo assure à son collègue inquiet que ce n'est rien. Léo demande fermement à Monsieur Nishio de le tenir informé de toute future nouvelle concernant Sylvia. Monsieur Nishio le regarde partir, se demandant pourquoi Lord Léo est si intéressé par une élève qui sait jouer aux échecs. Dans un flashback, la princesse Stéphanie regarde Léo de haut, songeuse, et murmure qu'il est utile et possède juste la bonne quantité de force. La princesse déclare que même dans la mort, elle trouverait un moyen de l'emmener avec elle, laissant Léo complètement captivé. Alors que les mains de sa princesse reposent sur sa tête, un Léo dévoué répond « Avec plaisir ». Dans le présent, Léo se demande si elle est revenue, implorant sa princesse de pardonner sa fantaisie lâche et auto-trompeuse. Debout seul dans un vaste hall, les pensées de Léo continuent, demandant pardon d'espérer encore qu'une trace de son sang existe dans le monde. La scène se déplace vers le jardin de l'académie, où Stuart se tient abattu avec un balai. Des pétales flottent sur le sentier de pierre du jardin baigné de soleil. Sylvia salue joyeusement un Stuart agacé, qui s'appuie sur son balai. Serrant les dents, Stuart se détourne pour se concentrer sur le nettoyage, mais une Sylvia malicieuse continue de l'observer. Un Stuart irrité est surpris lorsque Sylvia saute en jouant juste devant lui. « Pousse-toi » crie Stuart, balançant son balai, mais Sylvia l'évite sans effort. Sylvia pose fermement son pied sur le balai de Stuart, le surprenant par sa force alors qu'il se demande comment elle est devenue si lourde. Se penchant, Sylvia conseille à Stuart d'oublier la direction et de se concentrer uniquement sur Wellington. Sylvia révèle qu'elle connaît le cœur hypocrite de Wellington, expliquant qu'il a sacrifié son fils pour le pouvoir et a envoyé ses hommes avec un but unique. Sylvia lui propose un marché. Elle peut faire en sorte que le personnel le respecte et attirer l'attention de son père, laissant Stuart complètement choqué. Les yeux de Stuart s'écarquillent d'incrédulité et d'un espoir naissant face à son incroyable offre. Le regardant, Sylvia discerne le profond désir d'approbation paternelle chez lui. Ploc ploc. Des larmes commencent à tomber des yeux de Stuart sur ses mains, agrippant le balai. Alors que Stuart balbutie à bout de souffle, la voix de Sylvia promet d'exaucer tous ses désirs, un esprit de serpent blanc émergeant derrière elle. Thump. Gisant sur un sol à carreaux, la puissante présence de Sylvia, entrelacée avec le serpent blanc, plane sur Stuart. Thump. Avec un air de sombre détermination, Stuart prend sa décision. D'une traction soudaine, Sylvia retire facilement le balai des mains de Stuart. Flottant triomphalement au milieu des étoiles et des lunes, Sylvia célèbre sa victoire. Sylvia passe en trombe devant Stuart, le laissant dans un nuage de poussière et de fleurs de cerisier. Stuart la regarde avec colère alors qu'elle s'éloigne avec son balai. Sylvia se demande pourquoi Wellington testerait quelqu'un d'aussi doué, concluant que c'était une épreuve, pas une aide, tandis que Stuart la renvoie brusquement. Dans une séquence chibi précipitée, Sylvia attrape le balai qu'elle a pris à Stuart.
Déterminée à l'empêcher de contacter Wellington, Sylvia élabore un nouveau plan tandis qu'un Stuart nouvellement confiant lui dit de se remettre au nettoyage. Se retournant, Sylvia trouve Stuart nettoyant diligemment une statue, l'ignorant complètement. Frisson. Oups. Distraite, Sylvia trébuche sur une pierre, son équilibre chancelant. La scène passe au dortoir des filles du Weir College la nuit, alors qu'une voix déclare que c'est la source. La jeune fille s'inquiète que Sylvia assiste au cours après avoir été punie par le strict professeur Léo, et l'interroge sur son emploi du temps, tandis que Sylvia pense que les cours de maternelle seront faciles. Sa colocataire explique que le Weir College propose un programme riche, avec des cours de poésie, de peinture et d'équitation prévus pour demain. La jeune fille met en avant le célèbre cours de peinture, qui organise une exposition annuelle où le lauréat expose avec un maître. Sa colocataire, une fille aux cheveux bruns en natte, sourit gentiment, songeant à son désir d'obtenir un badge de bronze. Tandis que sa colocataire raconte l'histoire du succès du duc de Wellington à l'exposition, l'œil de Sylvia s'écarquille, une cicatrice visible en dessous. Les mots Wellington Exposition résonnent dans l'esprit de Sylvia tandis qu'elle se remémore l'histoire. Dans un flashback ensoleillé, un jeune homme aux cheveux sombres est assis devant un chevalet, se souvenant soudain d'un détail oublié. « Assieds-toi ». Sursautée par le souvenir, Sylvia se redresse brusquement dans son lit, surprenant sa colocataire. Sa colocataire raconte l'histoire de la célèbre œuvre de Wellington. Sa peinture, Automne, et récolte pour l'exposition 4 saisons, a attiré l'œil du chancelier de l'échiquier. Le flashback continue, montrant le chancelier interrogeant le jeune Wellington sur la raison pour laquelle sa peinture stérile est appelée récolte. Wellington explique sa sombre perspective. L'automne est une saison triste pour les agriculteurs dont toute la récolte est perdue, à cause des impôts. L'histoire conclut que le chancelier, impressionné, a porté la peinture à l'empereur, plaidant avec succès pour une réduction des impôts agricoles. Une main repose doucement sur la tête du jeune Wellington en signe de louange, un grand château étant visible en arrière-plan. Le jeune Wellington se tient seul devant le magnifique bâtiment du Weir College. De retour au présent, Sylvia médite que Wellington n'imitait pas les autres, mais était simplement un génie méconnu. La scène se déplace vers le dortoir masculin du Weir College, de nuit. Une vue calme du bâtiment du dortoir est montrée, ses fenêtres éclairées se découpant sur le ciel nocturne. Une boîte remplie de diverses poudres colorées pour la peinture est montrée de près. Dans un flashback, un jeune Stuart est assis avec la boîte de peinture, tandis que la voix de son père introduit son œuvre célèbre, la peinture du paysage stérile. La mère de Stuart se tient en bas d'un grand escalier, le tenant lorsqu'il était nourrisson. La voix de sa mère encourage le bébé, lui disant qu'il doit être aussi impressionnant que son père à l'avenir. Un Stuart sombre pense que personne de la capitale ne peut lui apporter les nouvelles qu'il désire vraiment entendre. Serrant un élément de la trousse de peinture, il pense que ce n'est qu'en imitant tout ce que son père a fait. Il serre son uniforme, se résolvant que c'est ainsi qu'il peut se convaincre qu'ils partagent le même sang. Assis seul dans une pièce sombre, Stuart conclut sa pensée avec un espoir désespéré. « Je suis aussi ton fils !» La silhouette douloureuse de Stuart se découpe sur une fenêtre vivement éclairée. La scène transite à travers des panneaux encadrés vers la salle de cours d'art de l'académie. Un professeur prolixe fait la leçon à la classe, leur conseillant de construire une base en art et de ne pas se précipiter pour le badge de bronze. Dans la classe d'art animé, Sylvia cherche intensément quelque chose parmi les élèves. Trouvée ayant un éclair d'inspiration, Sylvia aperçoit Stuart travaillant avec diligence sur une peinture de fleurs. Sur la pointe des pieds, une Sylvia chibi se faufile discrètement derrière Stuart concentré. Sylvia jette un coup d'œil par-dessus son épaule, confirmant ses soupçons sur sa peinture et lui demande ce qu'il dessine. Déchiré. Sylvia arrache la toile à un Stuart choqué, qui devient instantanément enragé. En examinant le croquis adressé à père, James Wellington, les pensées de Sylvia s'évanouissent alors qu'elle constate son désespoir. Sylvia confronte Stuart, lui demandant s'il croit vraiment qu'imiter son père le fera sortir du lot à l'exposition. Bloqué. Stuart lui dit furieusement que ce n'est pas ses affaires, pensant qu'elle se moque de son désir de l'amour de son père. Le professeur d'art ordonne sévèrement à Sylvia de se taire et de ne pas parler du duc de Wellington, tandis que les autres élèves observent avec confusion. Tenant sa peinture en l'air, Sylvia nargue Stuart, lui disant d'arrêter de rêver. Sylvia poursuit son assaut verbal, déclarant que Stuart n'a pas de vraie passion et qu'il est simplement perdu dans des souvenirs inutiles. Avec un sourire triomphant, Sylvia tient la peinture en hauteur, entourée d'une pluie de roses blanches.
La professeure crie furieusement à Sylvia de se taire et d'arrêter ses propos insensés tandis qu'elle se précipite vers elle. Criant assez, Sylvia déchire de façon dramatique la peinture de Stuart en deux. « Qu'en sais-tu » hurle un Stuart furieux à Sylvia, le visage déformé par la rage. Foulant de rage, Stuart pense que ses actions sont complètement déraisonnables. Tiens bon. Stuart saisit le bras de Sylvia juste au moment où la professeure arrive, ordonnant à Sylvia d'aller au bureau pour réfléchir à ses actions. Intérieurement, Sylvia reconnaît que ces méthodes sont douloureuses, mais pense que seules des mesures drastiques forceront Stuart à faire face à la réalité. Une unique rose bleue détaillée symbolise le tournant dramatique et rude des événements. Tellement effrayant. Deux des camarades de Stuart chuchotent avec peur, notant sa colère et résolvant de l'aider à gérer Sylvia. La scène transite vers l'extérieur ensoleillé de l'académie, encadré par des cerisiers en fleurs. Les deux acolytes de Stuart approchent Sylvia, lui disant que le professeur Jérôme souhaite la voir au 4e étage. Elle les observe avec méfiance. Les garçons la guident joyeusement, lui rappelant que le professeur l'apprécie depuis qu'elle a gagné le jeu. Sylvia reste méfiante, reconnaissant les acolytes de Stuart et se demandant s'ils la mènent dans un piège pour se venger. Conduite devant une porte sombre, Sylvia réalise que c'est un piège mais envisage d'utiliser la situation pour vaincre Stuart, tout en se demandant si le professeur Jérôme est vraiment là. Les deux sbires de Stuart aux cheveux violets sourient d'un air menaçant à Sylvia, leurs intentions sinistres étant claires. D'une forte poussée, les garçons jettent une Sylvia surprise dans la pièce sombre, la porte se refermant derrière elle. Bang! La lourde porte se verrouille, piégeant Sylvia dans l'espace sombre et inconnu. Frappant à la porte, une Sylvia Chibi exige qu'on la laisse sortir tandis que les sbires de Stuart la narguent de l'autre côté, pour avoir osé se moquer du duc de Wellington. Les sbires montent la garde, promettant de ne libérer Sylvia que lorsqu'elle avouera sa culpabilité à Lord Stuart, tandis qu'elle continue de supplier depuis l'intérieur de la pièce sombre. Désormais enfermée dans un placard encore plus petit, une Sylvia terrifiée frappe à la porte, implorant de l'aide, tandis que de petits fantômes mignons flottent autour d'elle. Entourée d'obscurité et de plus de fantômes flottants, les yeux de Sylvia s'écarquillent de peur, alors qu'elle pense à quel point c'est effrayant. En larmes, Sylvia supplie qu'on la laisse sortir, son visage effrayé se reflétant dans sa propre bulle de dialogue. Sa peur initiale se transformant en agacement, Sylvia croise les bras, pensant qu'elle savait que les garçons avaient de mauvaises intentions, mais qu'elle n'est pas impressionnée par leur stupide plan. Sylvia révèle son contre-plan, être découverte comme une victime tragique par le professeur Jérôme, ce qui obligerait Stuart à faire face aux conséquences de son harcèlement. Boudant, Sylvia décide que le simple fait d'être enfermée est trop simple, et élabore un stratagème pour ajouter des blessures convaincantes à son acte. Sylvia élabore un nouveau plan, sachant que sa colocataire Caroline alertera le professeur Jérôme et se demande quel genre de tragédie elle devrait monter en scène pour son arrivée. Panique. Soudain, Sylvia commence à courir dans le couloir, appelant désespérément le professeur Jérôme. Pendant ce temps, la colocataire de Sylvia, Caroline, rencontre Léo dans le couloir et s'incline en s'excusant hâtivement. Un Léo calme regarde Caroline, embarrassée, et lui demande pourquoi elle est si pressée. Les larmes aux yeux, Caroline explique frénétiquement que sa colocataire Sylvia a disparu. L'expression de Léo devient grave en entendant le nom de Sylvia, la reconnaissant comme la fille qui ressemble à sa princesse et exigeant de savoir quand elle a disparu. Caroline raconte que Sylvia l'avait prévenue de trouver le professeur Jérôme si elle ne revenait pas et qu'il y a maintenant 5 heures qu'elle a disparu. Léo décide de trouver Sylvia lui-même, disant à Caroline d'attendre pendant qu'il prévient les gardes de commencer une recherche. Une Caroline Chibi soulagée accepte joyeusement son plan. La scène se déplace vers l'extérieur de l'académie la nuit, encadrée par des roses violets foncés, donnant un ton sombre. Léo s'avance résolument dans un couloir faiblement éclairé vers un ensemble de portes doubles imposantes. Boum! Léo ouvre la porte d'un coup de pied avec force, criant le nom de Sylvia dans l'obscurité. Debout dans l'embrasure de la porte, l'épée tirée, un Léo inquiet pense qu'il fait sombre et qu'elle doit être terrifiée. Léo découvre Sylvia inconsciente sur le sol au milieu de sang et de verres brisés, cette vue déclenchant un douloureux souvenir d'une tragédie passée. Le visage de Léo est marqué par la douleur, alors que le souvenir obsédant de son passé refait surface. Dans un flashback, Léo se souvient avoir trouvé sa princesse morte parmi les fleurs, regrettant qu'il aurait pu la sauver s'il n'avait pas été envoyé loin. Serrant le poing de regret, Léo déplore que sa princesse soit toujours morte, et se demande s'il pourra un jour sauver ceux qu'il veut protéger. Clic. Sa détermination se durcissant, Léo aperçoit quelque chose près de Sylvia, y voyant une chance de changer l'issue cette fois. Toc. Léo frappe à la porte du placard, appelant Sylvia,
qui est surprise d'entendre sa voix au lieu de celle du professeur. Sylvia lève les yeux avec agacement, se demandant pourquoi Léo est là alors qu'elle a spécifiquement envoyé Caroline chercher le professeur Jérôme. Léo dit à Sylvia de reculer, son expression sérieuse alors qu'il se prépare à enfoncer la porte. Sylvia panique, réalisant que son acte de victime est ruiné, et regrettant de ne pas avoir essuyé le faux sang de son visage à temps. D'un puissant coup d'épée, Léo brise la porte en bois, projetant des éclats. Une Sylvia déconcertée fixe les débris, tandis que Léo exprime son soulagement qu'elle aille bien. Dans un moment baigné de lumière éthérée, Léo s'agenouille devant Sylvia, les deux partageant une connexion silencieuse et profonde. Léo pense silencieusement qu'il a enfin sauvé la personne qu'il voulait sauver, mais Sylvia, confuse, demande de qui il parle. « Léo, ça fait mal !» s'écrie Sylvia alors qu'il lui attrape soudainement le poignet d'une prise ferme. Il tire brusquement sa main vers l'avant pour l'inspecter, son regard concentré coupant court à ses protestations. Sylvia est prise au dépourvu lorsque Léo pointe un petit objet en bois serré dans sa main, lui demandant ce que c'est. Léo retire délicatement un petit carreau d'arbalète pointu de la main de Sylvia, l'examinant de près. Boum! Pour tester sa force, Léo tire le carreau, qui s'incruste puissamment dans le plafond. Tenant le carreau, Léo regarde Sylvia d'un regard intense, lui demandant si cela vient d'une arbalète. Sylvia essaye de le rejeter comme un jouet, mais Léo voit à travers son mensonge, notant sa puissance et sa rareté. Léo déduit que la flèche cachée est pour la vengeance, lui demandant avec inquiétude si elle est souvent intimidée comme cela. Une froide détermination durcit l'expression de Léo, tandis que ses instincts protecteurs prennent le dessus. Sylvia s'inquiète intérieurement, réalisant une fois de plus que Léo est bien trop perspicace pour être trompé. Essayant de s'en sortir par la parole, Sylvia affirme que le carreau est un jouet que son père a ramené, mais un Léo sceptique la prévient de sa véritable valeur et de son danger. Une image d'une mystérieuse femme aux cheveux lavande, déclarant que le talent ne peut être gâché, apparaît en un éclair, un sentiment que Sylvia fait écho en parlant à Léo. Fixant intensément, l'esprit de Léo s'emballe, tandis qu'il se demande si la personne devant lui est bien celle qu'il pense. Submergé, Léo embrasse Sylvia et s'exclame « Votre Altesse », tandis qu'une Sylvia choquée reconnaît une odeur familière provenant de son étreinte. Stupéfaite et confuse, Sylvia repousse Léo, exigeant de savoir comment il vient de l'appeler. Sylvia réalise avec un choc que Léo l'a reconnue comme Stéphanie. Dans un éclat de joie pure, des versions chibi de Léo célèbrent le retour de la princesse Stéphanie d'entre les morts, pleurant de soulagement. Pas question, Sylvia panique, rejetant l'idée par peur que quelque chose de terrible n'arrive si le têtu Léo sait qu'elle est toujours en vie. Déclic. Léo reprend ses esprits, son regard s'aiguisant, alors qu'il se concentre sur la situation présente. Léo retrouve son calme, son expression intense s'adoucissant alors qu'il baisse les yeux un instant. Lui tendant la main, Léo dit doucement à Sylvia qu'il la ramènera, mais elle reste figée dans l'hésitation. Il prend doucement sa main, le toucher semblant significatif alors qu'ils sont entourés d'un arrière-plan onirique et aquatique. Main dans la main, Léo entraîne Sylvia, alors qu'ils avancent dans un tourbillon de lumière et de magie. Le lendemain, dans la salle d'art, les élèves bavardent sur le fait que toute la garde a été appelée la nuit précédente. Parmi les élèves qui bavardent se trouvent les deux acolytes de Stuart, assis et écoutant. Repoussée, Sylvia entre dans la salle d'art, avec un regard déterminé sur son visage. Un silence s'installe tandis que Sylvia tourne le dos aux acolytes, qui observent chacun de ses mouvements. Les ignorant, Sylvia s'assied à son chevalet et se prépare calmement à peindre, rinçant son pinceau. Les acolytes ricanent, croyant avec suffisance que Sylvia n'oserait pas riposter contre des nobles comme eux. Sylvia ramasse discrètement un seau d'eau de peinture sale, son plan prenant forme. Splash, Sylvia se venge, déversant le seau d'eau sur la tête d'un acolyte, tandis que son ami rit à côté de lui. Trempé et abasourdi, l'acolyte ne peut que regarder avec incrédulité tandis que l'eau goutte de son visage. Avec un sourire trompeusement doux, Sylvia présente le seau vide comme un petit cadeau de retour. « Qu'est-ce que tu fais » crie l'un des acolytes avec indignation, tandis que Sylvia leur tourne calmement le dos. Prise au dépourvu, l'autre acolyte insiste nerveusement sur le fait qu'il ne faisait rien. Remuant l'eau, Sylvia sourit et les nargue, disant qu'elle démontre simplement qu'elle ose, en fait, s'opposer aux nobles. Alors qu'un acolyte s'enfuit terrifié, une Sylvia menaçante le poursuit, lui rappelant sarcastiquement à quel point il était amusant d'être enfermé. Stuart, debout à proximité avec deux autres élèves, entend le remue-ménage et fronce les sourcils, s'interrogeant sur la salle de classe vide. À l'aide. Sylvia se prépare joyeusement à asperger l'acolyte acculé, prête pour un autre jet victorieux.
Tandis que Sylvia lance l'eau, l'acolyte esquive, courant accidentellement droit vers le précieux tableau de Stuart. Avec un regard de féroce satisfaction, Sylvia déchaîne sa vengeance aquatique. Une énorme vague d'eau éclate, éclaboussant la pièce dans une scène chaotique. L'eau s'écrase directement sur le tableau de Stuart, trempant entièrement la toile. Un Stuart chibi réagit avec horreur tandis qu'une bulle de pensée apparaît, déplorant que cela doive être la réponse de Lord Stuart. Le portrait de James Wellington n'est plus qu'un gâchis de peinture et d'eau qui coule, complètement ruiné. Entourée de Stuart et de son entourage, Sylvia soupire intérieurement, agacée de la voir à nouveau croisée et réalisant qu'il est trop tard pour réparer le désordre. L'expression de Stuart s'assombrit alors qu'il reconnaît la fille qui provoque le chaos, pensant « c'est encore toi ». Alors que quelqu'un l'appelle par son nom, Sylvia se retourne pour faire face à un Lord Stuart furieux. Une pression lourde et menaçante émane de Stuart alors qu'il plane sur Sylvia, ses partisans observant de derrière. Sylvia affronte le regard intimidant de Stuart sans broncher, prête à la confrontation. Consumé par la rage, Stuart s'élance, levant la main pour frapper Sylvia. Sylvia reste inébranlable, se préparant à l'impact, tandis que des papillons bleus magiques virevoltent autour d'elle. Au lieu de la frapper, Stuart tire sur la toile ruinée et lui dit froidement que, bien qu'il sache qu'elle a été provoquée, elle doit rester loin de lui. Tenant son tableau ruiné, un Stuart abattu se retourne et s'éloigne, laissant Sylvia seule. Tremblant d'émotions refoulées, Stuart lui crie furieusement de disparaître de sa vue. L'œil de Sylvia s'écarquille légèrement, tandis qu'elle observe sa réaction douloureuse. Sa main se serre en un poing serré et tremblant, trahissant son trouble intérieur. Il se retourne pour lui crier dessus, mais Sylvia est stupéfaite de voir des larmes monter dans ses yeux, réalisant qu'il pleure. Essayant de le réconforter, Sylvia lui offre des encouragements, insistant sur le fait que son tableau peut encore gagner, même s'il est sale. Stuart désespère, se lamentant de ne plus pouvoir présenter le tableau ruiné à son père tandis que Sylvia tente de le consoler. Sylvia soutient qu'en tant que fils de Wellington, l'intendant livrerait n'importe quel tableau qu'il demanderait, quelle que soit sa condition imparfaite. Chut! Stuart rejette sa logique avec colère, certain que les intendants arrogants et son père irrité ne feraient que le faire passer pour un imbécile. Avec un sourire confiant et pétillant, Sylvia le met au défi de manière espiègle. TSK, TSK. Elle lui rappelle avec suffisance sa défaite passée lors de leur match d'orientation, se demandant s'il ose seulement la défier. Sylvia énonce ses conditions. Si elle gagne, il doit accepter son aide, ce qui pousse un Stuart incrédule à lui dire de gagner d'abord. D'un dernier regard confiant par-dessus son épaule, Sylvia accepte son défi sans un mot. La scène se déplace vers une exposition d'art, où deux juges remarquent le niveau de compétence étonnamment élevé des étudiants de première année. Bien qu'impressionnés par le talent général, ils conviennent que la pièce la plus forte appartient toujours à Lord Stuart. Devant une foule assemblée, le portrait de Stuart est officiellement exposé sous une bannière le déclarant « le premier prix ». Une fière professeure blonde loue les méthodes avant-gardistes de Maître Stuart à un haut fonctionnaire qui promet de relayer ses précieuses contributions au grand-duc. Submergée par l'émotion, la professeure regarde avec gratitude le fonctionnaire partir, ravi par la reconnaissance. Le fonctionnaire passe aux affaires, disant à son subordonné qu'il est temps de se concentrer sur le vrai travail, mais l'homme n'a fait aucun progrès à ce sujet. Il réprimande avec colère son subordonné pour avoir échoué à obtenir un accord de coopération avec aucun des nobles riches présents. Tandis que les fonctionnaires discutent de leurs difficultés, Sylvia écoute de loin, ses propres plans se concrétisant à mesure qu'elle comprend leur situation difficile. Réalisant qu'ils sont venus exactement pour ce qu'elle soupçonnait, Sylvia y voit l'occasion parfaite pour elle-même et pour Stuart. Suivant son plan, Stuart s'approche formellement de M. Benson et lui demande de livrer le tableau primé à son père. Grip M. Benson examine le tableau avec une expression pensive, et un Stuart nerveux demande si c'est inapproprié. Après avoir vérifié auprès de son subordonné, M. Benson est assuré qu'il y a juste assez de place dans la voiture pour transporter le tableau. M. Benson accepte formellement de transmettre le tableau à Lord Wellington, et un Stuart discret acquiesce silencieusement. Stuart reste seul dans le grand hall, sa longue ombre s'étendant devant lui. Les trois fonctionnaires se tiennent tête baissée dans un moment de gravité formelle. Grip. L'espoir de Stuart tourne au désespoir alors qu'il conclut que personne ne s'en soucie, réalisant qu'il est complètement insignifiant aux yeux de son père. Sylvia apparaît à ses côtés et énonce une vérité cruelle. Son père ne se soucie que des personnes utiles, sous-entendant que Stuart ne l'est pas. Anéanti,
Stuart se résigne à être un enfant inutile et illégitime sans soutien familial. Se penchant près de lui, Sylvia lui offre un moyen de sortir de son désespoir, lui murmurant qu'elle peut lui être utile. Elle lui donne une tape rassurante sur l'épaule, un geste scellant leur alliance naissante et inhabituelle. Alors que Sylvia lui demande s'il accepte sa proposition, Stuart ricane intérieurement, pensant qu'il doit être fou de former une alliance avec une folle. Cependant, réfléchissant à ses récents succès étranges et à la froideur de son père, il commence à reconsidérer. Une vision d'une version future puissante et autoritaire de lui-même lui traverse l'esprit, le convainquant de l'écouter. Avec une nouvelle détermination, Stuart regarde directement Sylvia et promet fermement de lui faire confiance. Sylvia accepte volontiers, mais à une condition. Si elle l'aide à gagner les faveurs de son père, il doit l'emmener dans la capitale impériale. Stuart interprète mal son ambition, supposant qu'elle n'est qu'une fille de marchand cherchant gloire et fortune dans la capitale. « Oui, je veux juste une chance », pense Sylvia, ses véritables intentions cachées derrière une façade innocente. Ses pensées s'assombrissent, alors que des figures fantomatiques apparaissent, révélant son véritable motif. Une chance de riposter. Reniflement. Un Stuart impatient accepte et demande à connaître le plan, mais Sylvia conseille la patience, lui rappelant que son père n'aime pas cela. Stuart pèse ses options en interne et décide de l'écouter, se disant qu'il n'a rien à perdre. Impatiente, Sylvia lui sourit largement, prenant un Stuart déconcerté complètement au dépourvu. Un Stuart chibi agité est envoyé voler, regrettant immédiatement sa décision de la croire. La scène passe du moment chaotique à l'extérieur calme d'un grand domaine. À l'intérieur de la maison Wellington, une conversation à table commence par la description d'une montre de poche faite à la main. Alors qu'une montre de poche dorée est présentée, Sylvia semble perdue dans ses pensées, ignorant la discussion à table. « C'est ton idée ?» demande un Stuart consterné, mais Sylvia feint l'innocence en grignotant sa nourriture. Stuart demande avec abattement comment son plan d'organiser une petite vente aux enchères caritatives pourrait changer l'opinion de son puissant père à son égard. Il explique l'ampleur massive des événements caritatifs de son père, où des trésors royaux sont vendus et les gérants bâillent devant des affaires moindres. Comparant les grandes actions de son père à sa maudite montre de poche dorée, Stuart ricane jusqu'à ce qu'il soit arrêté par le regard dans ses yeux. « Lève-toi !» Frustré et peu convaincu, Stuart se lève brusquement de la table. Sylvia réplique calmement, révélant son propre article aux enchères, et affirmant qu'il est plus précieux que n'importe quelle couronne et qu'il atteindra un prix élevé. Stuart écoute avec une concentration intense et sceptique, son expression indéchiffrable. Tandis que Sylvia se lève avec confiance de sa chaise, un Stuart curieux observe, attendant de voir ce qu'elle fera ensuite. Sylvia explique à Stuart, qui l'écoute attentivement, que son plan lui offrira des cadeaux et des avantages choisis. Utilisant une métaphore, elle explique que la politique est comme un iceberg dont la véritable substance est cachée sous l'eau. Sylvia déclare avec assurance que la vente aux enchères n'est que la partie émergée de l'iceberg, promettant de révéler ce qui se cache en dessous. Un Stuart perplexe l'interrompt, exigeant de savoir ce qu'elle veut dire par son étrange analogie. La scène se déplace vers un homme en costume vert qui escorte Sylvia vers un podium où il capte l'attention de la foule. Un bref interlude de fleurs blanches et violettes marque une transition dans la scène. Un Stuart horrifié imagine un garde volant son tableau abîmé d'une pièce vide, pensant qu'il est publiquement déshonoré. Tiré. Sylvia dévoile l'objet principal de la vente aux enchères, disant au public que c'est leur seule chance de le voir. Ding ding ding. À la surprise générale, elle révèle le tableau abîmé, l'annonçant comme le chef-d'œuvre lauréat du premier prix par Lord Stuart. Sylvia se dit intérieurement qu'elle s'attendait à quelque chose de plus grand, mais il semble que Stuart voulait juste se montrer. Un homme dans le public rejette le tableau comme enfantin, tandis qu'une femme à ses côtés suggère de le considérer simplement comme une faveur au duc de Wellington. Stuart panique intérieurement, pensant que Sylvia est folle et que son tableau abîmé ne rapportera qu'une misère au mieux. Enchères. Alors que le marteau est levé, une offre étonnamment élevée de 10 millions est soudainement criée depuis la foule. Une Sylvia chibi joyeuse se tient derrière un marteau géant, tandis qu'une note souligne la valeur immense de l'offre, équivalente au revenu fiscal annuel total d'un village. Monsieur Benson, à la barbichette, regarde incrédule, se demandant à voix haute si l'enchérisseur est fou. Un Stuart abattu sent son avenir ruiné, tandis qu'une voix invisible exige de faire descendre l'idiot. Alors que Stuart désespère, Sylvia le regarde depuis le podium et lui dit énigmatiquement de faire attention. Les mots de Sylvia résonnent dans l'esprit de Stuart alors qu'il se demande ce que « sous l'eau » pourrait bien signifier. Avec un sourire malicieux,
Sylvia commence son explication en prétendant que Lord Stuart lui a raconté un conte de fées de son père. Alors que la foule demande à entendre l'histoire, un homme à côté de Stuart l'incite à écouter. Le conte commence, racontant l'histoire d'un roi qui souhaitait tester ses ministres avec un défi. Alors qu'elle ouvre un livre de contes, le récit décrit comment le roi a offert d'innombrables trésors et un casque cabossé. L'histoire se déroule tandis que tous les autres ministres choisissaient des trésors, un seul garde choisit le casque rouillé, surprenant le roi. Le garde explique que le vieux casque est le trésor le plus précieux, car le roi le portait lorsqu'il était un prince sous-estimé. Il déclare que le casque était l'ambition et l'espoir du roi, ce qui a conduit le roi à le choisir comme son héritier. Terminant l'histoire, Sylvia note intérieurement que le fils de Wellington lui a raconté ce conte, mais prétend qu'elle était trop sotte pour en saisir le sens. Sylvia feint la confusion, incitant le public à se demander si Lord Wellington cherche quelqu'un qui le comprenne. Deux hommes dans la foule rougissent en essayant de déchiffrer le sens caché derrière l'histoire. La véritable signification de Sylvia est révélée. Le tableau abîmé représente la sincérité d'un fils, attesté par le majordome de confiance de son père. Sylvia observe d'un air entendu comment son récit soigneusement élaboré captive le public. Elle s'adresse à la foule, les défiant d'être celui qui émeut le grand-duc, et une nouvelle offre de 20 millions éclate. Les enchères montent en flèche à 30 millions, avant que deux familles nobles n'offrent conjointement un montant stupéfiant de 60 millions. M. Benson réalise que cette somme massive plaira au duc, tandis que Sylvia réfléchit intérieurement à la simplicité de la politique. Sylvia sourit faiblement, son plan complexe ayant parfaitement réussi. Elle réfléchit à la partie sous l'eau de l'iceberg, l'ambition immuable des nobles de rang inférieur, de gravir l'échelle sociale. Cette ambition est alimentée par la quête du pouvoir et le soutien financier que les politiciens désirent secrètement. La scène fait apparaître une pile scintillante de pièces d'or, de bijoux et d'autres trésors. Ses pensées se terminent sur la nature hypocrite et ridicule de la soi-disant décence de la haute société. Sylvia arbore un sourire narquois, admettant en privé que c'est ainsi qu'elle ose manipuler tout le monde avec un simple tableau détruit. Qualifié de « novice en politique », un Stuart Chibi est complètement déconcerté, se demandant pourquoi un conte de fées a fait dépenser autant d'argent à tout le monde. La scène se transforme en un grand domaine, vu d'en haut alors que des oiseaux sombres tournoient dans le ciel. Accueilli par ces hommes, le sévère duc Wellington aux cheveux blancs arrive. Un fonctionnaire rapporte le don de 60 millions de pièces de la ville de Weir, mais le duc l'arrête, cherchant plus de détails. À genoux, l'officiel agenouillé explique que le don provient d'un fils noble, tandis que le duc demande comment ils ont acquis une somme dépassant de loin leurs recettes fiscales. Le duc devine correctement que son fils Stuart était impliqué, mais note également qu'il a entendu qu'une petite fille a joué un rôle. L'officiel confirme l'implication de la jeune fille, donnant son nom comme Sylvia. Le duc Wellington se détourne, contemplant le nom Sylvia avec une expression pensive. Pendant ce temps, Sylvia analyse la situation politique, réalisant que les nouveaux fonds pourraient être utilisés à la fois pour la famine et pour les guerres. Un gros plan révèle l'expression déterminée de Sylvia, son esprit déjà tourné vers la prochaine étape. Un gros plan correspondant montre Stuart, le visage rempli d'inquiétude et d'incertitude. Un Stuart troublé s'exclame qu'il essaye aussi de réfléchir, exactement comme elle le lui a appris. Sylvia le regarde calmement et lui demande à quoi il pense. Pouf! Un Stuart frustré bégaie, se demandant pourquoi quelqu'un paierait autant pour sa peinture, furieux en lui-même d'être le seul à ne pas comprendre. Pouf! Tandis qu'une Sylvia narquoise observe, un Stuart Chibi embarrassé lui demande d'arrêter de se moquer de lui. Assieds-toi! Sylvia tire le bras de Stuart, lui disant d'attendre afin qu'elle puisse tout lui expliquer maintenant. Sylvia commence sa leçon, déclarant que la politique et l'argent ont toujours été des amis inséparables, tandis qu'un Stuart attentif l'écoute. Elle explique que, qu'il s'agisse de bureaucrates ou d'aristocrates, quiconque veut réussir en politique doit avoir un soutien financier. Un Stuart choqué lève les yeux, demandant si elle parle de pot de vin. Chut! Sylvia le corrige, affirmant que les adultes appellent cela des dons politiques et explique que son père, roturier de naissance, en a eu besoin pour s'élever. Ses pensées révèlent une vérité cynique. Cibler la riche noblesse est bien plus profitable que de taxer les pauvres toute une vie. Alors qu'ils sont assis dans une grande pièce, elle conclut sa pensée. Ceux qui font de la politique doivent avoir les cœurs les plus sombres. Se souvenant d'une conversation avec Lady Stéphanie, Sylvia attribue intérieurement à la princesse l'idée de frauder de riches hommes d'affaires. Hochement. Après avoir noté que ses alliés fantomatiques ne peuvent pas agir ouvertement, Stuart réalise qu'elle a utilisé sa peinture comme excuse
pour que les nobles envoient de l'argent à son père. Stuart questionne la décence de la classe supérieure, et Sylvia admet qu'elle est celle qui détruit de telles prétentions. Avec un choc de réalisation, les yeux de Stuart s'écarquillent tandis qu'il pense « tout comme ma mère ». Une Sylvia confuse demande à Stuart ce que sa mère a à voir avec cela. Les mains de Stuart se serrent sur ses genoux tandis qu'il assimile la douloureuse connexion. Stuart révèle qu'il se souvient de sa mère biologique et demande si Sylvia sait qui elle est, la choquant, alors qu'elle se remémore des rumeurs sur le passé de Wellington. Un souvenir douloureux lui traverse l'esprit, sa mère Benna, lui faisant ses adieux en pleurs. Il révèle que sa mère était la fille d'un forgeron, une enfant illégitime abandonnée, comprenant enfin pourquoi son puissant père le méprise. Sylvia réfléchit intérieurement que si Wellington a perfectionné les règles cruelles des puissants, ses actions n'ont rien de spécial. Tandis que Sylvia lui dit de ne pas la consoler, Stuart admet que pour gagner le respect de son père, il doit devenir fort et utile. Cependant, il avoue qu'il aspire à une chaleur authentique, pas à des faveurs échangées contre des avantages, se souvenant de l'amour inconditionnel de sa mère. Tremblant, Stuart se voûte, submergé par les souvenirs douloureux et sa réalité actuelle. Sylvia observe avec une empathie nouvelle, comprenant son désir d'une enfance heureuse et pensant qu'ils sont tous deux malheureux. Ses propres sombres souvenirs refont surface, tandis qu'elle se remémore sa cruelle belle-mère, son frère et sa sœur qui la méprisent. Ses pensées dérivent vers la robe élaborée, symbole d'une vie avec un père qui n'est jamais là. La vision d'un garçon solitaire et recroquevillé résume ses propres sentiments d'abandon. Se tournant vers Stuart, Sylvia lui pose une question directe. « Haïssez-vous Wellington ?» Sylvia insiste, déclarant que, bien qu'il aspire à l'approbation de son père, il doit aussi le haïr profondément. Les larmes aux yeux, Stuart s'écrie que son père a trompé sa mère en lui mentant sur le fait d'être marié, une tromperie qui a conduit à son destin. Il admet furieusement qu'il est son père, le déclarant l'assassin de sa mère. Rempli d'une détermination vengeresse, Stuart jure de devenir plus fort que son père et de le faire s'agenouiller sur la tombe de sa mère pour s'excuser. Sylvia le regarde fixement, complètement stupéfaite par l'intensité de sa confession. Essuie. Stuart essuie ses larmes et se lève, sa tristesse remplacée par de la détermination. Passant un bras autour d'une Sylvia surprise, Stuart sourit et déclare qu'il ne l'aurait pas choisie si elle n'avait pas eu un tempérament aussi ardent. Il prend ses mains et ils se tiennent ensemble, tandis qu'il lui demande gentiment de reformuler ses intentions. Stuart regarde Sylvia, ses yeux pleins d'une confiance et d'un but partagé nouvellement découvert. Troublée, Sylvia panique intérieurement, réalisant qu'elle ne peut avouer sa propre quête de vengeance et se demande désespérément quel mensonge inventer. Un Stuart chibi recule sous le choc, réalisant que sa main est dans la sienne et paniquant qu'il ait deviné ses véritables motivations. Alors que Stuart s'agite frénétiquement dans une horreur comique, une Sylvia perplexe l'observe. Stuart s'enfuit embarrassé, laissant une Sylvia très confuse seule dans le jardin. La scène passe à un grand domaine la nuit, où une voix déclare triomphalement. Assez serré. À l'intérieur, des servantes s'efforcent de serrer le corset de Sylvia, l'une demandant si c'est beau, tandis que Stuart attend impatiemment devant la porte. Stuart l'appelle, demandant si elle est prête, tandis qu'une servante lui crie en retour qu'elles ont presque fini. Fini. Après s'être plainte des vêtements compliqués, une Sylvia troublée est enfin habillée et prête. Stuart présente gentiment une boîte cadeau magnifiquement emballée à Sylvia. Elle ouvre la boîte pour révéler une magnifique robe sombre et demande pourquoi il la lui donne. Stuart explique qu'il a supposé qu'une nouvelle riche comme elle n'aurait pas de robe convenable pour sa fête d'anniversaire, alors il lui en a procuré une. Une Sylvia complètement déconcertée le regarde, tenant le cadeau, et demande « Quelle fête d'anniversaire ?» Un Stuart troublé crie sur Sylvia, insistant qu'elle devait savoir que son anniversaire était dans 3 jours. Stuart exige qu'elle admette qu'elle voulait venir à la fête, tandis que Sylvia acquiesce simplement avec un sourire superficiel. Il explique qu'ils ont invité le célèbre peintre de la cour, Ashley, pour être son tuteur, montrant un portrait de l'artiste. Sylvia est choquée d'entendre le nom d'Ashley, alors que Stuart fait remarquer que le peintre n'a pas été vu depuis qu'il a démissionné de son poste. Stuart et Sylvia se fixent du regard, l'air lourd de sens inexprimé. Sylvia réalise qu'elle doit rencontrer Ashley, imaginant son chef-d'œuvre épique, et, excitée, attrape Stuart, exigeant qu'il l'emmène le voir. Intérieurement, Sylvia décide qu'assister à une ennuyeuse fête d'enfants en vaut la peine pour rencontrer M. Ashley. Elle décide d'assister à la fête et de rassembler des alliés à ses côtés. Flash, Sylvia apparaît dans la nouvelle robe et un Stuart surpris la regarde.
Un Stuart troublé rougit en contemplant Sylvia dans sa nouvelle robe. Sylvia commente intérieurement qu'il est mignon dans les vêtements qu'elle a préparés, provoquant une exclamation soudaine de Stuart. Sylvia demande à quoi il pense, mais Stuart, lui saisissant la main, est agacé que ses pensées se soient tournées vers Ashley. Dada. Leurs pas résonnent à l'unisson alors qu'ils avancent dans le couloir. Sylvia réalise que l'arrivée d'Ashley est une opportunité car il pourrait avoir des indices sur le passé de son époque au palais. Dans un souvenir, le peintre Ashley contemple la princesse Stéphanie, l'appelant la déesse qui règne sur le monde. La princesse écarte sa flatterie et lui demande de peindre son couronnement, une offre qu'il accepte volontiers. Le souvenir s'assombrit alors que la belle peinture est éclaboussée de sang, pour ne jamais être achevée. Le fantôme de la princesse Stéphanie se souvient qu'elle a été tuée la nuit précédant son couronnement après avoir envoyé Ashley explorer la salle. Les pensées de Sylvia se cristallisent. Ashley a peut-être été témoin de quelque chose de crucial, et le garder près d'elle assurera sa vengeance. Le visage empreint de détermination, Sylvia se concentre sur son objectif. La scène passe à la grande salle où se tient la fête d'anniversaire. Un officiel annonce que, bien que le duc de Wellington soit absent, il a envoyé un cadeau spécial pour son fils, Stuart. Stuart observe avec anticipation le cadeau de son père sur le point d'être révélé. Une fille rousse nommée Margot Ankers et d'autres enfants s'émerveillent de la popularité de Stuart auprès du grand-duc. Alors que les invités se demandent ce que pourrait être le cadeau, le majordome présente une peinture spéciale, faite de saphirs précieux. Le majordome présente à Stuart une petite bouteille de peinture bleu brillant, espérant qu'elle sera utile au jeune maître. Le majordome demande à Stuart s'il est heureux, et il force un oui tandis que ses pensées s'assombrissent à la vue du saphir. Stuart est dévasté, réalisant que son père ne sait même pas qu'il est allergique au saphir. Perdu dans la tristesse, il se demande s'il a le droit d'être malheureux avant qu'une voix ne l'appelle. Stuart tourne la tête pour regarder les invités de la fête. Il aperçoit Sylvia, qui se distingue comme une pièce d'échec solitaire au milieu de la foule. Une ampoule s'allume pour Sylvia, alors qu'elle formule un nouveau plan sur le champ. Elle réalise que sa valeur actuelle pour Stuart ne vaut qu'un ensemble de peintures bon marché, un simple échange d'intérêts. Cependant, elle se résout à lui apporter des avantages bien plus grands à l'avenir. Alors que Sylvia a fermé sa résolution, Stuart s'adresse à la foule, qualifiant sa peinture de pâle imitation et jurant de travailler plus dur. Tenant le cadeau, Stuart sourit gracieusement, présentant un visage posé et déterminé à l'audience. Des applaudissements résonnent dans la salle, alors que les invités louent Stuart pour sa modestie et pour suivre les traces de son père. Le majordome, debout derrière un Stuart sombre, annonce que ces cadeaux n'étaient que des amuse-gueules pour l'événement principal. Un Stuart chibi regarde Sylvia, tenant son cadeau d'un air suffisant et exigeant silencieusement ses louanges. Sylvia répond avec un énorme sourire éclatant. Soudainement, Sylvia semble trébucher et tomber vers le sol. Alors qu'elle tombe, la fille rousse, Margot, admire la nature humble et polie de Lord Stuart. Stuart se précipite vers une Sylvia tombée, demandant avec inquiétude si elle va bien. Sylvia lève les yeux du sol, lui disant de ne pas être impatient et lui demandant s'il va bien, le laissant complètement déconcerté. Stuart regarde avec confusion, serrant toujours la bouteille de peinture. Sylvia lui offre un autre sourire éclatant et rassurant depuis le sol. Paf. Une Margot jalouse lance un regard noir, se demandant pourquoi Stuart se soucie tant de la fille de la parvenue. Margot s'avance, s'adressant avec mépris à Lord Stuart et à la parvenue. Stuart se tourne pour faire face à Margot, son expression se durcissant en un regard froid. Le majordome demande le silence aux invités, faisant taire le hall. Il poursuit son annonce, s'apprêtant à présenter l'ancien peintre de la cour. D'un geste grandiose, le majordome présente Lord Ashley Brown, qui descend un magnifique escalier. Le peintre, Ashley Brown, est révélé. Un homme séduisant aux cheveux longs, ondulés et clairs, portant des lunettes. Une bannière identifie Ashley comme l'ancien assistant de Stéphanie, la peintre de la cour, tandis que les invités murmurent sur sa prestance distinguée et l'affection de la princesse Stéphanie pour son travail. Toujours au sol, Sylvia fixe, sous le choc, reconnaissant Ashley, alors qu'une vision de lui apparaît devant elle. Une voix désincarnée, semblant être celle d'Ashley, note que ses yeux bénis ne peuvent probablement plus le reconnaître. L'expression de Sylvia se durcit de résolution, tandis qu'elle lève les yeux du sol. Intérieurement, Sylvia reconnaît l'arrivée de son deuxième vieil ami, Ashley. La scène montre Ashley debout à distance, regardant la petite Sylvia tomber. Un gros plan montre l'élégante botte d'Ashley faisant un pas ferme en avant.
Ashley salue formellement les invités, se présentant la main sur le cœur. Il annonce que dans les jours à venir, il servira de tuteur à Maître Stuart. Ashley fait une légère et respectueuse révérence à la foule. Un Stuart surpris lève les yeux vers le grand peintre et demande réellement. Ashley s'agenouille devant Stuart, lui offrant un précieux collier en cadeau. Un Stuart stupéfait proteste que l'objet est trop précieux. Dans la foule, la rousse, Margot, observe la scène avec un regard mêlé d'admiration et d'émerveillement. Les yeux de Sylvia s'écarquillent tandis qu'elle réalise que le collier était un cadeau de la princesse Stéphanie à Ashley lorsqu'il est devenu peintre de la cour et qu'il veut que Stuart le chérisse. Ashley pose ses mains sur les épaules de Stuart, le regardant intensément. Deux invités chuchotent entre eux, l'un s'interrogeant sur la mention de Stéphanie, tandis que l'autre le fait rapidement taire. Les commérages continuent, les invités notant qu'Ashley doit encore regretter la princesse, mais la mentionner est dangereux car elle et le duc de Wellington étaient des ennemis jurés. Margot se demande si Ashley essaye d'embarrasser Stuart en évoquant Stéphanie, tandis que d'autres garçons rejettent la princesse comme étant débauchée. Les pensées de Sylvia s'emballent, corrigeant les rumeurs. C'est Erin qui a volé les fiançailles à la princesse Stéphanie, qui était à l'origine la fiancée d'Adonis. Stuart regarde le collier offert, se rappelant en silence qu'Ashley idolâtrait sa majesté Stéphanie. Poigne. Serrant le poing, Stuart décide d'accepter le cadeau, concluant que son père ne se soucie de toute façon pas de ce qu'il reçoit. Stuart force un sourire poli et dit au majordome qu'il aime beaucoup le cadeau. Ashley observe, se demandant en silence pourquoi le garçon n'est pas en colère après avoir reçu un souvenir de l'ennemi mortel de son père. Ashley se tient devant Stuart, faisant la remarque interne que le garçon n'est pas digne de posséder les affaires de Lady Stéphanie. Sylvia réalise que le cadeau d'Ashley n'était pas seulement un test pour Stuart, mais pour la position de toute la famille Wellington concernant sa connexion avec Stéphanie. Elle suppose qu'Ashley est devenu tuteur uniquement pour enquêter sur le lien entre Wellington et la mort de la princesse Stéphanie. Son esprit s'agitant, Sylvia se demande si Ashley a déjà découvert un indice crucial. L'ambiance de la fête est allégée par un trio de musiciens jouant du violon, du violoncelle et du piano. Margot s'approche timidement de Stuart, lui demandant une danse. Détournant le regard, Stuart la repousse en disant qu'il est occupé. Margot le confronte à propos d'accompagner Ashley après avoir été humilié, mais Stuart rétorque qu'il a simplement besoin d'aider une faiseuse de troubles. Un gros plan montre l'expression surprise de Margot face à sa réponse cinglante. Furtivement. L'attention de Margot est attirée par Sylvia, qui tente de s'éclipser discrètement de la fête. Stuart s'excuse poliment auprès de Margot, prétendant que Sylvia admire Ashley et a demandé une présentation. Mordre le mouchoir. Bouillonnant de jalousie, Margot se demande quand Stuart et Sylvia sont devenus si proches. Une Sylvia et un Stuart chibi célèbrent, tandis que Sylvia réalise que Margot pense qu'elle essayait juste d'attirer l'attention de Stuart. Margot déchire son mouchoir dans un accès de rage, furieuse que Sylvia réussisse maintenant à attirer l'attention d'Ashley. Déterminée à ne pas laisser Sylvia étudier avec Maître Ashley et lui voler Stuart, Margot leur crie d'attendre. Surpris par son cri, Stuart se tourne vers Margot avec un regard interrogateur. Margot explique une coutume impériale consistant à boire de l'eau de rose pour renforcer l'amitié, offrant une bouteille qu'elle a apportée de Rose Manor en cadeau à Stuart. Allons-y. Une Margot chibi suit avec enthousiasme un Stuart chibi. Margot pense au vin qu'elle est sur le point d'offrir à Ashley, feignant l'inquiétude que quelque chose ne soit pas en ordre avec celui-ci. Elle imagine un Ashley comiquement électrocuté, tandis qu'elle jubile qu'il ne s'approchera jamais de son seigneur Stuart. Margot révèle ses véritables intentions. Elle a apporté de la poudre d'encens à base de fèves de cacao, qui a l'effet secondaire parfumé mais puissant de provoquer la diarrhée. Elle se rappelle avec suffisance que les dames impériales utilisent cela pour garder la ligne et rêve de le verser dans la boisson d'Ashley, certaine que cela fonctionnera. Une Margot chibi radieuse fantasme qu'Ashley se sentira nostalgique en buvant l'eau de rose du manoir impérial de la Rose. Stuart remercie Margot pour son cadeau attentionné, espérant qu'il fera que son nouveau professeur le voie comme plus qu'un simple nouveau riche. Intérieurement, Margot jure de se venger de quiconque osera convoiter son Lord Stuart. Margot lance un regard de détermination sinistre, son plan pour protéger Stuart étant désormais mis en œuvre. À distance, Sylvia observe discrètement Ashley et ses interactions avec les invités de la fête. Clac. Au moment où elle se tourne pour partir, la main de Stuart agrippe sa robe, l'arrêtant net. Stuart guide une Sylvia surprise à travers la fête, tenant un verre d'eau de rose. Confuse par son action soudaine, Sylvia demande où ils vont.
Stuart offre le verre de liquide rose étincelant à Sylvia, lui disant simplement de le prendre. Il explique que puisqu'elle apprécie tant Ashley, il va l'emmener lui donner l'eau de rose. Le visage de Sylvia s'illumine d'excitation alors qu'elle demande s'il est sérieux, laissant Stuart momentanément déconcerté. Alors qu'elle retrouve son calme, une lueur de compréhension apparaît dans son œil bleu éclatant. Stuart lui demande si elle y va, la réprimandant pour avoir des préjugés contre Ashley sans même le connaître. Alors qu'ils approchent, Stuart pense qu'il présentera Sylvia à son professeur comme son amie. Ashley se tourne, son expression vive et observatrice, alors qu'il regarde les enfants qui approchent. Rouge de confusion, Stuart annonce maladroitement à Ashley que sa camarade l'admire et veut lui offrir une boisson. Stuart pousse Sylvia en avant, la faisant trébucher et crier de frustration douloureuse face à son comportement enfantin. Se reprenant, Sylvia salue Lord Ashley et lui dit que sa peinture préférée de lui est La fille cachée. Elle sourit brillamment en tendant le verre d'eau de rose comme une offrande. Ashley semble intriguée, demandant comment elle pouvait connaître l'une de ses toutes premières œuvres. Dans un éclair de mémoire, Sylvia se souvient que la peinture était basée sur une jeune princesse Stéphanie insouciante dans les bois. Elle se souvient que c'est cette peinture même qui a conduit la princesse Stéphanie à choisir Ashley comme son peintre de cour. Sylvia sourit sournoisement, amusée que son moi passé, autrefois considéré comme paresseux, ait été le sujet d'une œuvre aussi capitale. Visiblement émue, Ashley avoue à Sylvia que La fille cachée est une œuvre favorite personnelle que peu de gens connaissent. Observant de loin, une Margot exaspérée fulmine, se demandant pourquoi Ashley ne prend pas cette maudite coupe tout de suite. Les yeux de Sylvia se décalent sur le côté, sentant qu'elle est observée. Elle aperçoit une Margot choquée, se demandant si la fille la regarde elle ou Stuart. Une petite figure fantomatique semble tirer le coin de la robe de Margot, essayant d'attirer son attention. Stuart offre poliment la boisson à son professeur, expliquant que c'est de l'eau de rose de la capitale impériale, un cadeau de la tante de Margot, Lady Camilla. Ashley reconnaît l'origine, qualifiant le geste d'attentionné alors qu'il tend la main vers le verre. La main gantée d'Ashley se referme autour du verre, le prenant de celle de Sylvia. Ashley contemple la boisson tandis que Sylvia l'observe intensément d'en bas. Alors qu'Ashley porte le verre à ses lèvres, Sylvia observe avec une expression calme et connaisseuse.